Bonjour, bonsoir tout le monde. Un grand merci Madame Debat pour l'invitation et pour vos mots si gentils. Et un grand merci à la Cité des Sciences et Industries. C'est un grand plaisir et un vrai honneur d'être là ce soir. Alors, comme je suis censée être celle qui travaille, si je comprends bien, et vous êtes censé juste écouter. Avant de passer dans ce mode-là qui me semble un peu trop facile pour vous et complexe pour moi, je voudrais juste essayer de comprendre un petit peu le public ce soir. Et ensuite, je vous présenterai plus spécifiquement comment je vais parler de ce thème des migrations environnementales. Et j'ai énormément aimé ce titre que vous avez proposé sur le devoir d'action. Qui doit agir et qu'est-ce que cela veut dire devoir. Bon, on ne va pas en faire une question philosophique, mais c'est ce que j'aime dans la question migratoire. On peut en parler de manière artistique, on peut en parler de manière juridique, on peut en parler de manière poétique, on peut en parler de manière philosophique ou morale, on peut en parler de façon très politique ou on peut en parler de façon très pratique. Et finalement, dans notre travail, dans mon travail à l'Organisation internationale pour les migrations, finalement, on est beaucoup dans la recherche, on est beaucoup dans le concret, dans l'action, on est beaucoup aussi dans le politique, mais aussi un peu dans l'artistique, on est surtout dans l'humain. Et donc, je voudrais vous faire passer tout cela un peu ce soir. Mais avant, donc ce que j'aimerais faire, c'est juste savoir un petit peu. Alors, si je vous dis qui dans cette salle dirait, si je vous demande, êtes-vous un migrant ou une migrante, combien de personnes vont lever la main ce soir? Donc, je vous demande, combien de personnes se définissent comme migrants ou migrantes? J'ai une personne. C'est deux. Je ne vois pas grand-chose. Moi, il y a des mains qui hésitent. 3 là-bas, d'accord, 4, bon, ok. Alors, ça me semble très peu finalement. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont des migrants internes au pays et pas internationaux? Avez-vous déjà migré à l'intérieur de votre propre pays? Oui. Là, ça devient beaucoup plus. Il y a des mains qui montent, mais il y a beaucoup d'hésitation. Alors, c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas totalement comment définir même les migrants. Alors, si je vous demande, est-ce que dans cet auditoire ce soir, à part les 4 mains qui se définissent comme migrants, les 10 mains, 15 mains qui se définissent peut-être comme migrants en interne, est-ce que vous avez déjà migré à l'étranger pour faire des études? Oui, 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 oui. Donc, vous n'aviez pas levé la main quand j'ai demandé si vous étiez migrant. Si? Non? Est-ce que vous avez déjà migré pour le travail à l'étranger? Oui, oui, oui. Donc, vous n'aviez pas levé la main. Il y a plusieurs mains qui se lèvent là, 7 mains, mais vous n'aviez pas levé la main parce que vous considérez que vous étiez peut-être expatrié et pas migrant? Non? Pas resté longtemps. Pas assez longtemps. Donc, c'est une question de durée. Très intéressant. Est-ce que quelqu'un ici a migré à l'étranger par amour? Ah, migration d'amour. Réunification familiale, quelqu'un? Ou une personne? De quel pays? Comores. J'entends pas. Comores aussi? Non, ici. Et vous? Ici. Californie. États-Unis, d'accord. Je ne vais pas faire durer le jeu trop longtemps, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais j'aimerais bien savoir juste, est-ce que quelqu'un se définit, est-ce que vous dites que vos parents ou grands-parents ont été des migrants? Levez les mains, s'il vous plaît. Alors, presque tout l'auditorium lève la main maintenant. Et est-ce que quelqu'un connaît un migrant environnemental? Économique, oui. De quel pays, monsieur? D'accord. De plusieurs pays. Plutôt d'où? Afrique et Syrie. Et vous diriez c'est des migrants environnementaux? D'accord. Pour une part,
Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Vous venez de me donner plein d'éléments. Parce qu'en fait, la migration, c'est ça notre difficulté. Il n'y a pas un statut juridique unique du migrant. Et donc, il y a plein de définitions possibles. Et derrière ce mot du migrant se cache énormément de réalités différentes. On peut essayer de le comprendre par la question de la durée, essayer de le comprendre par la question est-ce que ça traverse une frontière ou pas, essayer de comprendre dans la question du temps, quand, dans la question de l'affiliation, des raisons. Et quand on parle de la migration environnementale, ça devient encore plus compliqué parce qu'il faut encore plus arriver à juste vraiment trouver ces dimensions environnementales par rapport à toutes les autres. Vous m'aviez parlé, par exemple, de la migration économique. Donc, c'est ce dont je veux vous parler ce soir. Je voudrais, donc, l'atlas que vous avez superbement présenté, que nous avons développé à 3 têtes, avec Daria et François, on avait essayé avec ce livre de se dire qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas sur les questions des migrations environnementales. Donc voilà, c'est cet ouvrage-là. Mais je voulais juste, en fait, ce que je vais faire ce soir, c'est un peu d'aller dans les résultats que nous avons trouvés pour produire ce livre et vous présenter en fait ces résultats sous la forme, j'ai choisi 10 différents, donc 10 mythes ou 10 idées reçues de la migration environnementale. Et je vous propose donc ce soir de les prendre une par une. D'accord? Cela vous va? Si ça ne vous va pas, je pars. Je migre. Volontairement. Il y a aussi cette dimension-là, volontaire ou forcée. Ça, c'est aussi très complexe. Donc, juste un tout petit mot avant cela. Donc, l'Organisation internationale pour les migrations, est-ce que c'est une organisation qui vous est connue? Non. Donc, c'est une organisation qui existe depuis 66 ans maintenant, dont le siège est en Suisse, à Genève. C'est pourquoi je viens aujourd'hui de Suisse. Et donc, c'est une organisation qui a rejoint l'ONU seulement en 2016. Et cette organisation a été amenée dans le système onusien parce que, justement, la question migratoire, la crise migratoire que nous avons vécue ces dernières années a rendu la question encore plus importante. Et donc, cette organisation qui est intergouvernementale, donc les gouvernements sont ceux auprès desquels nous rendons des comptes, mais nous travaillons aussi directement avec les migrants. Donc, c'est une formation très unique, finalement. On travaille avec les États, mais avec les migrants et pour les migrants. Donc, cette organisation est maintenant l'Agence de l'ONU sur les migrations, et c'est une organisation qui est partout dans le monde. Il y a plus de 10 000 personnes qui travaillent pour l'OIM, et il y a très peu, comme moi, qui sont dans des postes plutôt politiques et de recherche. La plupart de mes collègues, eh bien, ils sont sur le terrain. Et donc, c'est des collègues qui sont dans l'action et sont auprès des gens. Ils sont auprès des migrants, ils sont auprès des communautés, ils sont auprès aussi des États et de tous les acteurs de la migration. Donc, c'est une une organisation assez à part qui a ce côté politique et qui a un côté extrêmement pratique. C'est une culture vraiment du faire sur le terrain et du service. Si bien que moi, quand je suis dans une position beaucoup plus politique, c'est parfois même difficile d'être celle qui parle et non pas celle qui agit. Mais je vous le dis, parce que je pense que c'est important de comprendre que cette organisation connecte les discours politiques, la compréhension des politiques migratoires actuelles avec l'action de terrain partout dans le monde. Il y a des bureaux 9 bureaux régionaux dans le monde et des centaines de bureaux nationaux et sous-nationaux. Alors, je vais juste vous dire un tout petit mot sur mon parcours migratoire, parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas de hasard finalement dans la vie et que, en fait, moi, je suis actuellement avec 2 nationalités. Et quand je viens en France, je suis toujours étonnée quand on me rappelle que finalement, je ne suis pas juste française. On me demande souvent d'où je viens, à cause de mon accent, qui est maintenant très étrange, je ne sais plus, une sorte de mix de Suisse et de Roumain. Donc moi-même, j'ai été
Enfant, je suis née en Roumanie et je me suis enfuie avec ma famille dans les années 80 de manière irrégulière. Mon père et ma sœur ont traversé beaucoup de frontières. Ils sont arrivés en France, ont demandé l'asile, l'ont obtenu et donc ils ont amené ma maman et moi 2 ans plus tard. Et en fait, je me permets de dire ça alors que c'est extrêmement personnel, juste parce que je pense que cette propre expérience migratoire explique aussi beaucoup ma passion pour ce thème et aussi pourquoi je dis parfois certaines choses, que je me permets de les dire, parce que aussi je parle de mon vécu. Et donc maintenant, je suis une expatriée en Suisse, peut-être migrante là-bas, je ne sais même plus moi-même. Et j'ai vécu dans pas mal de pays et j'ai migré pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées avant, sauf la question environnementale. Mais bon, s'il continue à faire si moche, peut-être que je vais aller dans la migration vers le sud. Alors, assez parlé comme ça globalement. On va parler de nos mythes, d'accord? Donc, je vous invite à réfléchir au premier mythe. Le premier mythe qu'on a, c'est que c'est une réalité assez nouvelle, parce qu'on n'en a pas parlé pendant très longtemps. Alors, comment ça se fait? Si vous étudiez les questions migratoires, si vous pensez au discours migratoire, pendant des années et même des siècles, on n'a pas vraiment parlé de la migration environnementale. C'était les migrants invisibles. Mais étonnamment, dernièrement, dans les dernières 10 années, il y a eu une sorte de prise de conscience et une ébullition de la recherche et des discussions autour de ce thème. Et donc les migrants environnementaux sont un peu sortis de cette invisibilité, de cette clandestinité, et ils ont maintenant beaucoup de visibilité et beaucoup d'intérêt au niveau international et régional. Alors, ce qui est très curieux, c'est si vous pensez, par exemple, dans vos propres connaissances, les migrations ont toujours été finalement, toutes les migrations du plus grand passé ancestral ont été liées finalement au changement de l'environnement. Les hommes préhistoriques aussi bougeaient parce que l'environnement changeait. Mais on a des grands exemples de la Mésopotamie où il y a eu vraiment des grandes migrations, c'est des empires qui sont tombés aussi liés à des changements environnementaux et au mouvement des gens. On a des exemples comme par exemple la famine irlandaise au XIXe siècle, en 1850. Il y a eu un départ massif des populations irlandaises suite à la famine qui est liée à plusieurs éléments, mais qui sont en grande partie aussi environnementaux. Où on a l'exemple du Dust Bowl, qui est aux États-Unis, en 1930. Aussi un phénomène très étrange, environnemental, de sécheresse, grande poussière, grand vent. Et là aussi, il y a eu plus de 2 millions de personnes qui se sont déplacées à cause du Dust Bowl, surtout là aux États-Unis. Donc c'est assez curieux parce que c'est une réalité de tous les temps et pourtant elle a été souvent totalement méconnue. Et ça touche à ce que vous avez dit, madame, finalement, c'est parce que parfois c'est extrêmement difficile de juste isoler, d'extraire le facteur environnemental. Il sera souvent mêlé à d'autres facteurs. Par exemple, vous avez parlé de la Syrie, du conflit. On a aussi les cas du Burkina, il y a 2 ans. On a eu des cas comme ça où les problématiques de sécheresse, de manque d'eau, se sont aggravées, accumulées avec des problématiques politiques, économiques, de conflits surtout, et qui mènent au déplacement des personnes, aux migrations forcées, mais souvent on ne se rend pas compte qu'en fait, il y a ces dimensions environnementales cachées là. Ensuite, vous avez des problématiques démographiques, ou tout simplement économique. Souvent, on va dire, on a fait une étude en Mali il n'y a pas très longtemps, on a dit pourquoi vous êtes partis à des personnes qui se sont déplacées et qui nous ont dit c'est parce que j'ai perdu mon boulot. La première des raisons. Si on ne demande pas la question environnementale, on n'a pas la réponse. Donc on leur a demandé mais l'environnement, quelle a été l'importance du facteur environnemental dans la perte du travail? Et tout de suite là,
presque tout le monde, presque au-delà de 90% des personnes qui nous ont répondu à nos enquêtes ont dit c'est le changement dans les questions des systèmes pluviaux, c'est la désertification, c'est la sécheresse, c'est les difficultés qu'on a avec les terres. Donc tout de suite, si on creuse, on trouve ce facteur environnemental. Mais pendant très longtemps, donc il a été caché, alors que c'est tout sauf anecdotique. Dans l'Atlas, on a trouvé et on a mis en évidence plus de 150 exemples d'études de cas de migration environnementale. Donc voilà, maintenant, cette multicausalité de la migration, que l'environnement est une des causes parmi beaucoup d'autres, font que c'est assez difficile de l'amener au premier degré, mais il y a un changement majeur ces 10 dernières années, parce qu'il y a aussi une conscience, je pense, vraiment nouvelle par rapport à la question de l'environnement et du changement climatique, et que cette conscience-là bénéficie aussi à la question migratoire. Et aussi, malheureusement, la crise migratoire a attiré encore plus l'attention sur les questions des migrations contemporaines. Et donc, les deux ensemble, j'appelle ça une double sensibilité. On travaille sur un thème, migration et climat, doublement compliqué et sensible, mais les deux ensemble font que ce thème prend beaucoup de visibilité. Il est sur le devant de la scène et il y a beaucoup de processus politiques qui s'y intéressent. Jusqu'à présent, le processus politique qui s'y est le plus intéressé et sur lequel nous aussi à l'OIM on a énormément travaillé, c'est le processus des négociations du climat. Donc ça, cette année, nous allons avoir la 24e conférence du climat. Pendant, disons, 19 années de négociations du climat, on n'a jamais parlé des migrations. Et c'est seulement à Cancun quand, enfin, on a réussi à amener cette dimension de l'humain dans des négociations qui avaient été extrêmement techniques et scientifiques. Et depuis, ça a beaucoup progressé et l'accord de Paris reconnaît dans son préambule les droits des migrants et crée une sorte de groupe de travail dans lequel, par exemple, je participe pour l'OIM, qui est un groupe de travail sur la question du déplacement lié au changement climatique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a un changement de fond, une prise de conscience, mais qui ne se traduit pas nécessairement dans l'action concrète. Il y a encore très peu d'actions de terrain qui traitent de l'adaptation au changement climatique ou de l'atténuation du changement climatique, qui parlent et qui intègrent la question migratoire et les migrants. D'un autre côté, juste, il y a aussi une nouvelle prise de conscience dans le domaine encore plus complexe des politiques migratoires. Et là, c'est pour la première fois, en 2018, que les États se sont mis d'accord pour négocier, pour se mettre ensemble et discuter et avoir un texte sur lequel on recherche un accord entre ces États, qui est le pacte sur les migrations. Et donc ce pacte est en cours de négociation. Il y a toute une série de négociations qui ont lieu en ce moment à New York, dans lesquelles l'OIM apporte un soutien technique et politique à ces négociations. Mais c'est quand même unique, c'est pour la première fois qu'il y a une discussion sur la gouvernance internationale des migrations. Donc on est à un moment un peu de changement des perceptions. Donc ça, c'était mon mythe numéro 1. Alors, mythe numéro 2, on parle souvent, dès qu'on parle de la migration environnementale et de la migration, on pense que migration internationale, au travers des frontières. Alors que toutes les recherches que nous faisons montrent qu'avant tout, cette migration est un phénomène interne. Donc, dès qu'il y a un événement différent, et je reviendrai sur ce type d'événement plus tard, environnemental, changement climatique, impact sur le long terme, destruction, perte des écosystèmes, la migration, la réponse est souvent à l'intérieur des frontières. C'est d'abord une question interne. Donc c'est très important parce que le devoir d'action, avant tout, est au niveau de la responsabilité de l'État où le phénomène a lieu. Après, on peut discuter la question internationale de la collaboration et de l'échange de bonnes pratiques, mais
c'est très important de se rendre compte que la plupart de ces migrants seront à l'intérieur de leur pays. Ils se déplaceront, donc on aura plus une problématique de politique peut-être urbaine ou d'agriculture ou d'occupation du territoire ou de ressources en interne, des niveaux de questions de réception à niveau des communes, l'importance des villes, des régions, des acteurs nationaux, avant peut-être des acteurs nationaux et internationaux. Aussi, la réalité des migrations environnementales est avant tout intra-régionale. Donc souvent, ça va être à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, ou inter-Amérique du Sud, ou inter-Asie, ou inter-Europe. Et aussi, beaucoup est sud-sud. Il y a beaucoup moins de migration du sud vers le nord, poussée par des phénomènes environnementaux, qu'entre pays à un niveau régional. Si vous pensez par exemple à l'Asie, c'est vraiment, on voit ça de manière très forte aussi dans les petites îles du Pacifique, par exemple, c'est entre îles Kiribati et Vanuatu, où il y a beaucoup d'importance donc des politiques aussi en matière de dialogue et de discussion régionale. Donc ça, c'était mon mythe numéro 2. Vous suivez? Je vais faire une interro sur les mythes à la fin. Non, je blague. Alors, donc, mythe numéro 3. Alors, mon mythe numéro 3, c'est qu'on a toujours une vision vraiment de la migration, c'est normal, mais c'est beaucoup plus simple de la comprendre quand il y a une catastrophe naturelle soudaine qui arrive et là, il faut partir. C'est du déplacement, c'est de la migration non souhaitée. Ça peut être même de l'évacuation dans certains cas extrêmes. Et donc là, malheureusement, on a des chiffres très parlants. On sait que dans les statistiques que nous avons, que donc l'OIM a ces statistiques, que nous travaillons avec les États et nous travaillons en partenariat avec un centre qui s'appelle le centre IDMC, c'est celui qui suit les déplacements en interne, qui a aussi le siège à Genève. Et donc, nous avons des données qui montrent par exemple que chaque année, nouvellement, il y a des 26 millions de personnes en moyenne qui sont déplacées par des catastrophes naturelles soudaines. Donc 26 millions en moyenne. Parfois, c'est plus que les déplacements dus au conflit. Et donc, c'est des déplacés nouveaux chaque année. Donc, on a des situations aussi de populations qui sont déplacées d'année en année, toujours les mêmes, où on a des personnes qui restent déplacées sur le long terme, qui ne rentrent même pas dans ces statistiques. Donc, dans ces catastrophes naturelles, il y a par exemple la question des tempêtes, il y a les inondations, il y a les glissements de terrain, tout ce qui est ouragan. Donc, malheureusement, on a des statistiques terribles. Quand même, en 2013, l'ouragan Haiyan aux Philippines a quand même affecté 16 millions de personnes. Et ça se passait exactement au moment de la COP, de la conférence du climat. Eh bien, on a eu le ministre des Philippines qui pleurait à la conférence du climat. C'était incroyable. Et c'était difficile d'en parler parce que c'est toutes ces vies affectées. Et sur ces 16 millions de personnes affectées, on a une estimation d'environ de 4 millions de personnes vraiment déplacées, donc qui ont été déplacées en dehors de leur lieu de résidence. Le déplacement est défini de manière assez spécifique. On peut être déplacé à juste 3 maisons de chez soi, ou on peut être déplacé complètement dans une autre région. C'est quand même être déplacé par une catastrophe naturelle ou par un conflit. Par exemple, on a l'exemple quand même des États-Unis. Il y a eu la catastrophe naturelle, l'ouragan Harvey. C'est le plus puissant des ouragans depuis 50 ans aux États-Unis, qui a déplacé plus d'1 million de personnes.
et 200 000 maisons détruites. Donc nous parlons de chiffres assez effrayants. Et la difficulté, c'est quand on a de tels chiffres, c'est de penser que chacun de ces chiffres est une vie, une histoire et un destin humain. C'est très difficile, en fait, d'avoir... Parfois, le chiffre cache presque la réalité de la souffrance de ces histoires. Là, nous avons aussi l'exemple plus spécifique de la sécheresse. Et donc, nos collègues sur le terrain, entre janvier et février 2017, ils ont compté avec un outil que nous avons, une matrice pour compter les déplacements. Ils ont compté les déplacements liés à la sécheresse en Éthiopie seule entre janvier et février à 305 885 personnes. Et là, c'est précis, 85. Donc, ils ont travaillé avec chacune, ils ont vu chacune de ces personnes. Et donc, l'OIM fait aussi beaucoup de soutien et de services aux personnes, par exemple, les visites médicales de ces personnes déplacées et aussi la gestion des camps en matière de catastrophes naturelles. Mais ce chiffre que je vous ai cité est le plus souvent, comme je vous ai dit, lié par exemple aux tempêtes ou aux inondations. Il y a eu aussi les grandes inondations, là, il n'y a pas si longtemps que ça, en Népal, en Bangladesh et en Inde. Mais ces chiffres ne disent rien sur ce qu'on appelle les processus environnementaux lents. Par exemple, la désertification ou la montée des eaux et l'érosion côtière ou la salinisation des terres, la déforestation, la perte des écosystèmes au niveau des océans, le stress hydrique. Donc, il y a tous ces éléments qui n'apparaissent pas du tout dans ces chiffres que je vous ai cités. Et là, nous avons des chiffres on n'a pas un chiffre global, donc, de la migration environnementale. Et je pense qu'il faut être très honnête là-dessus. Parce qu'on a plein de projections qui sont certaines fois très fantaisistes. Donc, il faut faire très attention et se rendre compte que non, il n'y a pas un chiffre global actuel de la migration environnementale, ni interne, ni internationale. Mais on a plein d'exemples et on sait les risques des populations. Par exemple, je peux vous dire que 220 millions de personnes vivent dans des zones de delta, des zones côtières très basses. Ou alors, je peux vous dire qu'un tiers de la population mondiale habite dans des terres qui sont arides et en danger de désertification. Je peux vous dire que si on continue même avec le scénario actuel de croissance vers 1,5 de température, eh bien de 30 à 60 millions de personnes à la fin du siècle seront dans des zones qui seront beaucoup trop chaudes, de chaleur extrême, pour qu'on puisse y vivre de manière normale. On a aussi des chiffres, par exemple, sur le stress hydrique, mais donc on n'a pas de chiffres globaux. Et la difficulté, encore une fois, c'est que citer ces chiffres ne fait pas de ces gens des migrants. C'est des populations à risque. Mais la migration ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est à risque qu'on devient migrant. Donc il y a ces cas de catastrophes soudaines où souvent il y a un déplacement, mais il y a ces cas vraiment de dégradation lente et de processus très lents exacerbés par le changement climatique qui font que les populations vont envisager ou pas, vont avoir les moyens ou pas de migrer. Donc la migration n'est pas A plus B égale C. Je suis à la Cité des Sciences, mais c'est une science sociale et c'est une science humaine et c'est de l'humain. Et après tout, finalement, ce qui compte, c'est les contacts qu'on a, les histoires qu'on a dans la tête, les désirs qu'on a, comment les gens envisagent leur vie à l'avenir dans leur pays d'origine, est-ce qu'ils l'envisagent ailleurs, dans un autre pays. Donc la migration n'est pas automatique. Parler de ces personnes à risque est très important parce qu'il faut se préparer et il faut prendre des mesures. Mais ça ne veut pas dire que tous ces gens vont être des migrants et qu'ils vont tous débarquer. Alors, je passe à mon mythe numéro 4.
Alors, le mythe numéro 4, c'est qu'on pense très souvent que la migration et l'exil est un phénomène totalement permanent. Alors que nous voyons que dans la réalité des faits, beaucoup de migrants, surtout dans les questions du déplacement lié au changement climatique ou à la dégradation environnementale, c'est plutôt au contraire une migration temporaire. On appelle ça par exemple une migration pendulaire. On a des exemples de familles qui vont et viennent selon les saisons sèches ou humides. On peut appeler ça la migration saisonnière. On a beaucoup de cas en Afrique ou en Asie. Ou on peut appeler ça une migration aussi circulaire. Ça va, ça vient, ça retourne, ça repart. Donc tout ça, si je vous dis, c'est parce qu'il y a des implications au niveau des politiques. C'est-à-dire, si on se rend compte que la plupart de ces migrations ne sont pas permanentes, la question est quelles politiques répondent au mieux à ce type de migration. Peut-être, par exemple, avoir la possibilité d'offrir des entrées avec des visas multiples, permettant aux populations de partir et revenir, et peut-être une solution beaucoup plus innovante que se focaliser sur des statuts vraiment à vie et permanents. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments pour comprendre le type de réponse politique qu'on peut donner à ce phénomène. Il y a aussi des populations nomades, et là aussi c'est extrêmement intéressant de voir que le changement climatique a un impact très fort sur les populations nomades. On a fait des études et on a des programmes au Kenya où on s'est rendu compte que le changement, la fluctuation des saisons sèches et de la pluviométrie a un impact sur les routes traditionnelles des nomades. Et donc, ils sont amenés à prendre d'autres routes, et donc ils rentrent souvent en conflit avec des populations sédentarisées, et que finalement, ça remet en cause l'équilibre, qui est un équilibre ancestral. Vous avez l'exemple des populations nomades en Mongolie, qui, suite au phénomène qu'on appelle le doute, qui a des hivers très froids et secs, et des étés très humides et chauds, ont perdu leur bétail, et donc ont dû changer de mode de vie, et beaucoup sont devenus des migrants à l'intérieur du pays, autour de Oulan-Bator ou autour d'autres centres urbains, dans des conditions terribles, vraiment terribles. Donc c'est encore une fois un exemple de combien le changement climatique remet en cause des équilibres qu'on avait depuis longtemps. Donc ça, c'était mon mythe numéro... Ah, bravo, j'étais plus sûre. Alors, mythe numéro 5, on dit souvent, c'est une migration de masse. C'est tout le monde, ça part. Les déplacements, comme j'ai dit, en cas de catastrophe naturelle, vous avez vu par exemple aux États-Unis avec les tempêtes, oui, il y a eu des déplacements, il y a eu des évacuations en masse. Mais la plupart des cas de migration environnementale, de processus lents, surtout la désertification, surtout la question de l'eau, des ressources, des écosystèmes, c'est plutôt une sorte de migration d'adaptation où les familles vont envoyer plutôt une personne de leur famille migrer à la ville ou migrer à l'extérieur du pays. Donc on a eu 2 grandes études, une qui s'appelle, avec un titre très poétique, « When the Rain Falls », ou quand la pluie tombe, et l'autre qui a un titre que nous avons rendu beaucoup moins poétique, qui s'appelle en acronyme MECLEP, mais qui est très important, c'est une recherche pour informer les politiques sur la migration et l'environnement. Ces études ont pris des études de cas, chacune dans 6 pays différents. Par exemple, Where the Rain Falls, il y a la Tanzanie. Pour MECLEP, il y a par exemple Kenya, Haïti, Vietnam. Et nous avons trouvé très souvent dans ces études de cas, un lié à la pluie, l'autre lié à plein de processus différents, que les personnes partent une personne et non pas des migrations de masse. Donc je pense que ça c'est extrêmement important, encore une fois, pour faire réfléchir au niveau des outils pratiques à mettre en place. Est-ce qu'il faut répondre à une migration de masse ou est-ce qu'il faut être préparé, par exemple, avec des
programmes adaptés et spécialisés, par exemple, sur le travail. On a l'exemple d'un programme qui a été extrêmement intéressant entre la Colombie et l'Espagne, où on a soutenu des populations paysannes de Colombie pour venir en Espagne juste de manière temporaire pour travailler et ensuite revenir. Et ces populations de Colombie venaient de zones extrêmement dégradées au niveau environnemental. Donc c'était une façon innovante aussi de penser autrement la migration du travail. Voilà, ça c'était mon mythe numéro 5. Pas une migration de masse nécessairement, mais plutôt une migration d'adaptation au niveau de la communauté et au niveau de la famille, de la cellule familiale, des choix familiaux. Mythe numéro 6, on dit souvent les migrants, c'est les personnes les plus vulnérables de tous. Et dans la question de la migration environnementale, encore une fois, on se rend compte que c'est peut-être pas vrai. Le plus souvent, les personnes les plus vulnérables, c'est celles qui n'ont pas les moyens de migrer. Donc, c'est ce qu'on appelle les populations piégées. Souvent, la migration demande des moyens. Il faut payer ou avoir de la famille. Il faut payer de manière régulière ou, malheureusement, souvent aussi irrégulière. Et ceux qui sont les plus vulnérables, souvent, n'ont pas ces moyens de partir. Et donc, c'est eux qui sont peut-être les plus à risque dans ce dont on parle. Finalement, la migration, on peut la voir un peu comme un baromètre entre la vulnérabilité ou le renforcement des capacités. Dans certains cas, il y a plus de risques parce que quand il y a une catastrophe naturelle, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de traite des personnes. Parce que l'ensemble du système de l'État n'est plus en mesure de répondre. Il y a des risques incroyables sur la route migratoire. Et on se rend compte que oui, il y a plus de vulnérabilité. Mais dans d'autres cas, eh bien, c'est de s'enfuir devant un ouragan ou devant les inondations, de partir, qui est la solution et qui vous permet d'être moins vulnérable et d'être renforcé par la migration. Donc, mon mythe numéro 6 était que les migrants ne sont pas nécessairement les plus vulnérables. La migration est parfois une façon de, au contraire, se renforcer. Le mythe numéro 7, c'est, on dit souvent, les femmes, les enfants les plus vulnérables. Et bon, les enfants, c'est quelque chose, mais les femmes... Bon, alors, donc, on a beaucoup d'études qui montrent que dans certains cas, malheureusement, oui, les femmes, c'est les plus vulnérables. Et ce que j'ai dit aussi sur la traite des personnes, malheureusement aussi, est plus valable pour des populations féminines. Et on a aussi vu, et on a des études dans l'Atlas là-dessus, que par exemple, il y a des situations où les femmes n'ont pas accès à l'information sur comment partir en cas de danger. Ou on a même vu des cas où il y a eu des inondations et les femmes ne savaient pas nager et c'est elles les premières victimes. Donc oui, il y a beaucoup de cas de femmes migrantes ou en situation de vulnérabilité, mais nous avons trouvé énormément de cas d'hommes dans des situations de vulnérabilité extrême. Par exemple, si vous pensez à des travailleurs dans un secteur minier, des travailleurs dans des conditions extrêmement difficiles de chaleur, des travailleurs migrants suspendus dans des tours en train de construire dans des conditions épouvantables, des personnes, des hommes séparés de leur famille, sans papier, dans des situations de solitude terrible. Si ça, ce n'est pas de la vulnérabilité, moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je pense que la question de la vulnérabilité et de l'analyse du genre est aussi très importante pour les politiques migratoires. Alors, on parle tout le temps de genre et gender, et juste comme si c'était nécessaire d'en parler, mais moi, je suis convaincue que c'est un des outils les plus importants pour mettre en place des projets qui ont du sens. Est-ce que les femmes ont accès à l'information? Est-ce que les hommes ont accès à l'information? Et tout ça sera extrêmement contextuel.
Donc je pense qu'il faut arrêter de croire que la seule catégorie qui n'est pas vulnérable, c'est les hommes. Je pense que c'est ne pas leur rendre service. Et il faut vraiment essayer de comprendre dans la situation de la migration environnementale le contexte. Et ce qu'on appelle cette vulnérabilité, c'est combien on est à risque d'être déplacé, de perdre ses biens aussi à cause des questions des processus lents ou soudains. Donc ça, c'était mon mythe numéro 7. 7, oui. Non, je rigole. Donc, après, le mythe qu'on entend beaucoup, c'est que j'appelle le mythe 8. Je ne sais pas trop comment l'appeler, alors je l'ai appelé de manière très moche, hein, je suis désolée. C'est « ils veulent tous partir ». Donc, on a un peu cette perception qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir de chez eux. Alors oui, je pense que c'est merveilleux aussi de pouvoir voyager et partir dans des bonnes conditions. Mais ne pas partir dans des bonnes conditions, c'est pas si merveilleux. Et surtout, toutes nos études sur les questions environnementales et tous les débats que nous avons, surtout au niveau de la conférence du climat, et surtout quand vous parlez avec les gens des petits États insulaires qui parlent avec passion et avec cœur, ils disent toujours on ne veut pas partir et on ne veut pas être des réfugiés climatiques, on veut rester chez nous. Et donc c'est pour ça que la plus grande bataille de ce thème qui est sur la migration, en fait, c'est de mettre en place des solutions qui permettent aux gens de rester. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de migrer, et au contraire, on doit penser aussi la migration, et je viens en parler encore dans un instant, mais il faut se rendre compte que tous ces efforts d'investissement dans la terre, dans la gestion des terres, dans la lutte contre le changement climatique, dans la préservation des écosystèmes, dans la question des ressources d'eau, de l'énergie, tout ça est avant tout aussi une façon de permettre aux gens d'avoir la possibilité de rester chez eux dans des bonnes conditions. Donc ça, voilà, c'était les solutions pour rester sont surtout avant tout des solutions de politique environnementale et climatique et surtout de développement et d'emploi et d'urbanisme et d'agriculture, de terre, de gestion des ressources, plus nécessairement que des politiques migratoires. Mythe numéro 9, c'est un des peut-être le plus compliqué, c'est la question du statut juridique des migrants environnementaux. Donc j'entends souvent que la réponse à toute cette question si complexe est de donner le statut des réfugiés climatiques à ces gens. Donc on dit souvent ça. Et je pense que c'est à juste titre qu'il faut vraiment penser et s'y interroger. Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, pour être réfugié climatique, avant tout, donc ça enlève beaucoup de ce que j'ai dit avant. Déjà, beaucoup de cette migration est interne. Donc, ce n'est pas une migration internationale. Donc, il n'y a pas de question à avoir un statut juridique tiers, d'un état de protection tiers ou international, si on est sous la responsabilité de son pays d'origine. Et ça revient aussi à ce que j'ai dit plus tôt, c'est la difficulté qu'on a d'isoler le facteur environnemental. Donc, il y a un peu un risque de créer un peu des cases, un peu des boîtes nouvelles où voilà, quelqu'un peut prouver que c'est lié à la sécheresse. Bon, vous avez le droit de rester, mais vous, économique ou pas, conflit ou pas, ou environnement ou pas, bon, alors on ne sait plus. Donc, cette difficulté de montrer les causes environnementales est une des principales difficultés pour créer une sorte de nouvelle convention portant que sur l'environnement. Et il y a aussi la question si la Convention des réfugiés de 1951 de Genève et les textes relatifs régionaux liés à cette convention-là, où il faut prouver qu'on a été persécuté pour des raisons différentes, eh bien, cela ne s'applique pas non plus à la question de l'environnement et du changement climatique dans l'état où elle est, où ces textes sont, pardon. Et donc, il y a aussi beaucoup de débats au niveau politique et au niveau juridique et des chercheurs, si ouvrir
ces conventions, ce n'est pas malheureusement les fragiliser sur les questions justement de politique et de conflit et de persécution. Donc on n'arrive pas à avoir une seule réponse possible. Ensuite, donc la question du statut se pose vraiment pour des gens qui vont traverser une frontière, qui sont partis pour cause d'un événement environnemental soudain ou de long terme de changement climatique. Donc déjà, il faut arriver à prouver cela. Mais ils ont traversé une frontière, ils arrivent dans un pays tiers. Et là, encore une fois, en fait, on s'est rendu compte de toutes nos recherches qu'il y a déjà énormément d'outils que les États ont mis en place. Et nous travaillons de manière très proche avec une plateforme qui met en œuvre un agenda qu'on appelle l'agenda Nansen, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'intéresse justement au cas des personnes déplacées qui traversent une frontière à cause des phénomènes environnementaux. Et donc l'idée, c'est on s'est rendu compte que beaucoup d'États, par exemple les États-Unis ou le Brésil, pour les Haïtiens, après le grand tremblement de terre de Haïti, ont accepté des populations sur la base de ces phénomènes géophysiques, avec des statuts, par exemple des statuts qu'on appelle complémentaires, ou des statuts temporaires, ou des statuts qu'on appelle humanitaires. Donc en fait, que les États ont déjà des outils en place qui pourraient permettre de donner un statut à ces gens. Donc en réalité, on a déjà certains outils qui peuvent déjà répondre à ces problématiques. Et enfin, c'est vraiment, si on se focalise que sur cette question du statut, on oublie aussi ce que j'ai dit avant, qu'une des questions centrales, c'est de permettre aux gens de ne pas partir et d'avancer sur l'adaptation, et aussi d'imaginer en fait la politique migratoire un peu autrement, de vraiment se dire, voilà, on sait qu'il y aura le changement climatique, on sait qu'il y aura des problématiques sur l'eau, eh bien, mettons-nous aujourd'hui ensemble pour discuter et se mettre d'accord sur des principes globaux, comment répondre à cela, sur des accords régionaux, sur des accords bilatéraux entre les États pour être préparés, pas attendre que les petits États insulaires du Pacifique soient sous l'eau pour y réfléchir. C'est le moment maintenant et peut-être on voit des exemples extrêmement passionnants entre la Nouvelle-Zélande et les petits États insulaires du Pacifique, par exemple, où ils mettent déjà en place des accords et des programmes qui sont circulaires, qui permettent aux gens déjà de partir. Donc, d'ailleurs, j'avais discuté avec une dame des îles Cook, et je lui avais dit, mais le changement climatique, pour vous, la migration, et elle m'avait dit de manière très directe, elle m'a dit, mais je n'ai rien à faire, moi, de ça, parce que nous, la migration, c'est maintenant. Et c'est une migration pour le travail, et tous nos jeunes partent déjà maintenant. Donc, il faut vraiment y penser dès maintenant, et réfléchir à tous ces éléments ensemble, pas attendre que le changement climatique nous mette sous l'eau quand ça sera trop tard pour agir. Donc ça, c'était mon avant-dernier mythe. Et le dernier, et vous êtes libre après celui-ci, c'est, je pense qu'on voit beaucoup trop la migration comme un échec, comme quelque chose de loupé. Quand on a tout essayé et plus rien n'est bon, ben on va migrer. Et c'est quelque chose où moi, personnellement, je me dis que justement, il faut contextualiser toujours les histoires migratoires et comprendre ce qu'il y a de tragique dans ces histoires-là et ce que ça fait aussi d'être déraciné et combien on peut être triste de ce qu'on a perdu et combien on peut en même temps être heureux de ce qu'on a gagné et de ce qu'on découvre et de ce qu'il y a de nouveau. Et en fait, pour la migration climatique et environnementale en particulier, avec mon organisation, nous travaillons aussi un peu pour avoir des exemples de cas et de pratiques positives. Par exemple, de diaspora du Ghana, qui sont aux Pays-Bas, qui ont appris plein de choses, qui sont des ingénieurs et qui savent la gestion de l'eau et qui souhaitent revenir au Ghana et investir et présenter et faire passer des connaissances dans le pays d'origine. Il y a aussi toute la question des transferts de fonds. Il y a des initiatives passionnantes de migrants
par rapport à des transferts technologiques ou mettre en place des liens par rapport aux assurances, par rapport aux tempêtes. Donc il y a des pratiques nouvelles qui apparaissent, qui sont en fait, où ce sont les migrants, les acteurs principaux, ou les diasporas, disons ceux, les deuxième génération, troisième génération, ou les migrants eux-mêmes, qui réinvestissent dans les communautés d'origine et qui deviennent eux-mêmes des acteurs de la lutte contre le changement climatique. Et donc nous essayons d'avoir de plus en plus aussi d'exemples, de pratiques, d'histoires, de leur savoir-faire et promouvoir ces dimensions-là, pour que justement la migration ne soit pas uniquement dans une vision négative, mais sans faire ni une diabolisation ni de l'angélisme. C'est ça, je pense, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à avoir des exemples, et aussi pour un thème qui est si politique, qui est dans tous les débats politisés, je pense que nous travaillons aussi à le rendre en fait dans un éventail d'actions et activités concrètes et pratiques. Certaines de ces activités ont pour but d'aider les gens à rester. Certaines de ces activités ont pour but d'aider les gens sur leur route migratoire. Et certaines de ces activités ont pour but de rendre la migration comme une partie de la solution face aux questions de l'environnement, de sa dégradation et du changement climatique. Et donc voilà, là j'ai fait le tour de mes 10 mythes. Donc c'est le moment où je vais faire mon interrogation sur quel était le mythe numéro 5. Non, je vous épargne, mais je peux vous montrer si vous souhaitez. Maintenant, j'ai encore 5 minutes et j'ai une toute petite vidéo qui fait par exemple un mini résumé de cette vision un peu en mythe qui est très, très court. Donc, je vais essayer de vous mettre en espérant que la technologie veuille bien marcher. Alors, je vais... Alors. Est-ce qu'il y a le son déjà? Ici, nous les avons appelés les idées fausses. Je peux y aller pour la leçon? D'accord. Il faut faire très attention, c'est court, hein? Alors, donc ça, c'est une vidéo que nous venons de réaliser à l'OIM et je voulais juste vous montrer ça. Donc, on a un portail d'information qui existe surtout en anglais. On a beaucoup de mal à le tenir à jour en français et en espagnol. Mais ici, vous avez aussi toutes nos publications. Par exemple, vous pouvez, elles sont à télécharger. J'avais amené aussi quelques exemples. Nous avons aussi une lettre qui est chaque mois. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez aussi. Nous avons beaucoup de vidéos. Et puis après, nous avons toute une série de différents papiers. Et vous pouvez comprendre le thème avec des perspectives différentes. Par exemple, là, c'est comprendre les droits, l'approche des droits de l'homme par rapport à la migration environnementale. Il y a la terre, il y a aussi le travail que nous faisons, par exemple, sur les océans, qui est extrêmement innovant. Nous avons des histoires de personnes. Vous voyez là
des personnes qui racontent. Nous avons des outils aussi pour les enfants, pour les médias. Nous essayons de travailler beaucoup aussi avec des artistes pour parler un peu autrement de ce thème. Donc tout est sur ce portail et je vous invite à le regarder. Donc je pense, moi, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je pense que nous pouvons aussi échanger. Et un grand merci vraiment pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. C'était passionnant et vous étiez agréable à écouter. Ah bon, ça va alors. Merci beaucoup. Et bon, c'était très clair. Et bravo aussi de pas... Vous avez pu être vraiment passionnante sans même faire passer de texte type PowerPoint, tout ça. Donc c'était très très bien. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous, le public. Il semblerait que tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez 1 heure, donc je rectifie. Vous n'avez qu'une demi-heure pour poser les questions. Merci beaucoup. Vous avez dit que les enfants partent beaucoup plus. Chaque génération accélère cette migration interne ou externe. Mais que je voulais ajouter une mythe. Vous avez parlé de mythe du changement de climat environnemental. Vous n'avez pas parlé de changement de climat culturel. Et en plus, nous sommes en Europe aérocentriste. Alors, les Blancs, c'est les meilleurs, et les autres ne sont pas aussi bons. On ne va pas les intégrer, on va se défendre pour les accueillir. Mais il faut quand même regarder notre propre histoire. On est devenu en Europe nationaliste dans les derniers 300 ans, qui changeait les environs des climats complètement. Avant, on vivait ensemble. On a parlé avec tout le monde, même s'ils parlaient une autre langue. Maintenant, dans l'Union européenne, on a fait des barrières pour intégrer des autres pays, surtout tous les petits pays de l'Europe centrale sont dans... non, on laisse les Polonais dehors, etc. Ce changement de climat culturel, en plus avec les cultures chrétiennes en Europe et les cultures islamiques, en plus, ça aggrave la situation encore plus. Et donc, on est dans une défense. On ne veut pas accepter que ce système, que la migration comme problème existe. Donc, on n'est pas ouverte pour ça. Et les politiques non plus, bien sûr, ils veulent être réélus. Donc, ils font des choses qui sont plus populaires. Alors, je voulais juste pour répondre, je pense que vous avez touché à quelque chose qui est très intéressant sur la question de l'intégration. Mais ce n'était pas le sujet. Et aussi, je dois vous avouer, en fait, j'ai une liste de 20 mythes. Mais par respect pour le public, je me suis auto-limitée à en choisir 10. Voilà, mais après, bien sûr, et aussi, je trouve intéressant, vous voyez, moi, là, je travaille sur les migrations depuis 12 ans maintenant, après avoir travaillé sur d'autres thèmes. Mais je me suis focalisée depuis quelques années à comprendre vraiment la question de l'environnement, des politiques environnementales, des écosystèmes, et ce que ça veut dire le changement, l'impact du changement climatique sur les températures et donc sur notre environnement. Là, vous avez parlé du climat, du changement du climat culturel. Donc, vous m'avez emmené sur un terrain complètement différent. C'est totalement, je pense, vous avez raison, que dans la question migratoire, il faut penser les questions culturelles, bien sûr. Mais je dois avouer que ce n'était pas directement le sujet. Sinon, on est là jusqu'à longtemps. Puis on m'a toujours dit de ne pas parler hors sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question là et là. Désolée. Pas montrer avec le doigt, mais...
Merci. Oui, monsieur. Oui, je pense que l'OIM, néanmoins, prend en compte tous les types de migration, toutes les causes, qui souvent sont mêlées. Alors, c'est pas votre, c'est pas votre sujet, c'est pas votre spécialité, Non, mais est-ce que mais vous bon. pouvez nous dire si l'OIM présente des recommandations, au moins, ou des suggestions, on va dire, au gouvernement français, puisqu'en ce moment, il a un projet de loi Asile et Immigration qui vise à privilégier certaines catégories et à repousser le plus possible les autres. Est-ce qu'il y a une prise de position officielle de l'OIM là-dessus? Alors, c'est aussi une question, vous avez une question passionnante et je pense justement le travail que moi je fais sur l'environnement est directement lié à tous les autres thèmes. Donc, en fait, on a un travail aussi pour, j'appelle ça greening en anglais, verdir, c'est pas très joli, rendre vert tous les thèmes de la migration environnementale. Donc, s'il y a des domaines très traditionnels comme le retour des personnes dans le pays d'origine, qui touchent aux personnes dont vous parlez, ou les migrations du travail, ou les migrations familiales, où nous essayons de lier à la question environnementale. Donc oui, ce que je fais est centré sur l'environnement, mais je suis dans un département, par exemple à l'OIM, qui travaille sur les questions de gestion des migrations globalement, et la gouvernance, le cadre de gouvernance internationale de migration touche à tous les domaines, aussi les questions consulaires, aussi les questions de la traite des personnes. Alors l'OIM a un bureau ici, à Paris, une représentation à Paris qui travaille de manière très proche avec différents représentants. C'est l'interlocuteur direct pour nous entre le siège avec le gouvernement français. Donc ils ont des liens avec le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Moi, mon équipe gère un projet financé par la France sur la connexion entre les retours volontaires des personnes qui ont été déboutées de l'asile et qui nous essayons de lier cela à des pratiques de développement et vertes de réhabilitation de la terre. Nous faisons ça aussi avec la Convention cadre des Nations Unies qui lutte contre la désertification. Donc, pour vous donner un exemple, le bureau ici travaille aussi sur la réinstallation des populations syriennes. Donc moi, je sais qu'il y a une discussion très proche avec les interlocuteurs gouvernementaux et que l'OIM a été invité à conseiller sur le thème aussi de la politique de la nouvelle loi sur l'immigration. Ceci étant dit, il n'y a pas pour le moment une position officielle, formelle, partagée de l'OIM par rapport au projet à la loi, mais il y a des discussions proches et l'OIM a été vraiment invité à commenter la loi étape par étape et s'est prononcé, mais de manière informelle et en bilatéral sur ce thème. Donc, je peux aussi vous faire suivre et vous mettre en contact avec mes collègues ici, parce que là, c'est encore une fois, je ne dois pas être hors sujet, c'est leur travail et pas le mien. Mais il y a justement une grande réflexion et donc il y a des thèmes en particulier sur les alternatives à la détention qui tiennent beaucoup à cœur et qui sont très importantes dans le travail actuel de l'organisation en matière de réponse juridique à la gestion des migrations qui, par exemple, sont au cœur aussi de la loi et sur lesquelles on discute de manière très proche. Donc, il y a beaucoup d'échanges, mais pas une position formelle que je peux vous donner comme ça, directement. Mais ça va peut-être venir, d'ailleurs. Il y avait une question là-bas? Oui. Oui, merci. Oui. Est-ce que, globalement, on sait ce que deviennent ces migrants dans les pays d'accueil? Réussissent-ils à s'intégrer? Réussissent-ils à se reconstruire? Trouver du travail? Alors que les demandeurs sont de plus en plus nombreux et les emplois de moins en moins nombreux. Comment ils font? Comment ils s'en sortent? Alors, encore une fois, la migration dont je parle, environnementale et climatique, le plus souvent, on va avoir des résultats quant à la situation des populations en situation de déplacement.
liées à une catastrophe naturelle. Souvent, c'est à l'intérieur du pays. Après, on a quelques exemples, comme par exemple Haïti, que j'ai donné avant, où on sait un peu mieux les trajectoires des personnes. Beaucoup de cette migration environnementale n'a pas vocation à être permanente. Donc, il y a souvent un retour des populations. Après, il y a des situations vraiment de déplacement liées à des catastrophes naturelles, d'inondations, même en Europe, où on a eu les cas en Asie, où il y a eu plusieurs fois de suite des populations déplacées par les mêmes phénomènes récurrents. Et là, la situation de vulnérabilité est accrue et donc les personnes sont vraiment en état de vulnérabilité. Mais votre question, je pense, est plus une question, encore une fois, globale sur la question migratoire, sur la question de l'intégration. Et là, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas, quand on parle de la migration, on a un devoir d'honnêteté totale. Je pense, comme en plus c'est très politisé et il y a beaucoup de perceptions, il ne faut jamais généraliser. Donc, il faut toujours regarder au cas par cas. Et c'est ça ce qui rend difficile. Donc, nous allons avoir des contextes d'intégration très réussis. Et nous allons avoir des contextes d'intégration difficiles. Il y a la question aussi de l'espace, de l'urbanisme. Il y a la question de la provenance des personnes. De quelle zone viennent-ils? Viennent-ils de zones de traumatisme total post-conflit où, par exemple, mon organisation, dans ce cas-là, va travailler sur la santé mentale et le soutien des personnes? Ou est-ce que c'est la question de la traite des personnes? Il n'y a pas une seule réponse à votre question. Et ça dépend aussi du statut des personnes. Donc moi, je travaille à l'OIM, mais il y a aussi l'Agence sur les réfugiés, le HCR, qui travaille aussi, s'intéresse énormément à la question de l'accès, par exemple, à l'emploi des réfugiés, déjà quand ils sont sous un statut de réfugié, parce qu'on se rend compte que l'accès à l'emploi et à l'éducation, c'est la clé d'une intégration réussie. Donc, je ne peux pas vous répondre en un bloc. Je pense qu'encore une fois, il faut contextualiser et regarder des cas et des pays. Après, il y a vraiment des études sur la situation dans les pays de l'OCDE. Vous avez la plupart des migrants, des réfugiés, ne sont pas du tout en Europe. Sont soit au Liban, soit en Iran, soit en Turquie. Il faut se rendre compte de la réalité de la migration. Elle est surtout dans le sud-sud. Et aussi, il faut se rendre compte qu'actuellement, tous les pays presque sont des pays d'origine, de transit et de destination. Un exemple parfait étant le Maroc. Au Maroc, vous avez des personnes qui sont juste en transit, qui sont à vocation à repartir, à rentrer. C'est un pays qui est toujours un pays de départ et un pays de retour, et un pays aussi de réception. Donc, pour vous répondre, comment va falloir regarder de manière très concrète. Et je pense qu'on a un gros souci de toujours vouloir simplifier. Bon, c'est normal, nous voulons simplifier, mais pour la question de la migration, pour moi, c'est devoir d'honnêteté, de finesse et de nuance. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'on a des discours pas du tout nuancés. Alors que tout est dans la nuance de la réponse. Oui, je vois, il y a une question là et là. Oui. Bien. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de questions de migration en Europe, il me semble que la manière de procéder suisse me paraît, en tous les cas, qu'on soit d'accord ou pas avec les résultats, me paraît la plus démocratique possible, puisqu'ils ont fait un référendum. Le reste, c'est du blabla, tel politicien qui dit ça, un autre qui dit ça, un autre qui dit ça, et ils vous disent tous, en tous les cas, mais on le dit à votre nom, c'est vous. Les Français veulent ci, les Français veulent ça, les Allemands veulent ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites un référendum et vous saurez ce qu'ils veulent. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manière? Oh là là. Alors là, si j'étais en position de décider sur la question... Alors, vivant en Suisse et voyant des affiches sur des référendums chaque semaine différents, je dois dire, je trouve que c'est vraiment une approche
ouverte à la démocratie et à l'approche de chaque personne. Mais là, par exemple, on vient de voter la destruction du petit quartier que j'adore à côté de chez moi, et où on a interrogé, donc il y a le pour et le contre, je pense, de tout. Mais sincèrement, sur cette question-là, c'est une question de vision par rapport à l'organisation du pays. Donc, je ne sais pas si ça serait la réponse idéale à votre questionnement. Mais j'admire l'esprit suisse démocratique du référendum. Mais bon, c'est vraiment une question sur la question de la vision stratégique et politique de la France en matière d'approche des questions. On n'y est pas, oui. Je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire monsieur, parce que quand on demande l'avis de tous, faudrait-il que tous aient le même niveau d'information? Bonsoir. Déjà, j'ai un peu le trac de prendre le micro parce que c'est la première fois que je parle dans une conférence. Je voulais tout d'abord vous remercier parce que je pense qu'on a la chance d'être informé dans un point de vue très humain. Et moi, j'ai noté beaucoup de mots dont vous avez mentionné comme devoir d'honnêteté, être humain, et puis dans tous les domaines dont vous avez touché, artistique, politique, enfin bref, j'ai fait toute une note sur ma petite feuille. Et je pense que aussi, comme je suis jeune, j'ai 22 ans, j'étudie le théâtre qui me passionne beaucoup. Et donc dans le théâtre, nous avons une réflexion, par exemple, au XVIIe siècle, Molière parlait beaucoup de la société. Et donc dans ses écrits, écrivait sur la société pour dénoncer. Aujourd'hui, les conflits, on parle de conflits quand on parle de théâtre. Aujourd'hui, je pense que les conflits sont différents. Pour moi qui commence à écrire, l'émigration me porte très à cœur parce que les Philippines, je suis originaire de là-bas. Et justement, cet après-midi, j'ai vu une autre Philippine avec qui nous avons parlé de la migration. Et je voulais savoir comment est-ce que vous travaillez avec les artistes dans cette réflexion-là et dans cette réalité actuelle qui est la migration. Donc moi, avec ça, j'entends aussi toutes les questions qui ont été dites, migration culturelle, tout ça. Là, c'est environnemental, mais je voulais surtout savoir comment est-ce que vous travaillez avec les artistes pour moi aussi peut-être m'inspirer de ça. D'accord, merci. Vous parlez à mon cœur. Donc ça me fait très plaisir. Et bravo d'avoir pris le micro. C'est comme ça qu'il faut essayer. Moi aussi, je le traque. Donc, avec les artistes, c'est quelque chose en lequel personnellement, je crois énormément. Et je suis très heureuse de voir qu'à l'OIM, il y a un espace vraiment de créativité si on s'en saisit. Et il y a beaucoup d'intérêt des collègues de commencer à faire des choses différemment. Donc, par exemple, nous, avec ce thème, avec mon équipe, on travaille, par exemple, on a fait pendant la conférence du climat, avec la Cité de l'immigration ici à Paris, une grande exposition avec un photographe italien qui s'appelle Alessandro Grassani sur les migrants environnementaux. Et donc, si vous regardez sur notre site, il y a des petites vidéos de cette exposition et on a attiré plus de 4000 personnes avec cette exposition. On vient de faire aussi avec un autre photographe qui s'appelle Samuel Turpin, avec qui on travaille. Lui, il va regarder sur 10 ans des populations. Il est allé en Alaska, il est allé au Mali. Donc, on travaille de manière très proche. Après, l'Atlas, si vous regardez, l'Atlas existe maintenant en anglais et en allemand. Et en anglais, on a travaillé avec une artiste d'art contemporain qui s'appelle Marie Velardi, qui fait des aquarelles. Elle a un projet qui s'appelle Terre et mer, d'aquarelles où c'est des terres qui disparaissent dans la mer. Et elle nous a offert la possibilité d'utiliser une de ces aquarelles pour notre couverture. Après, il y a un festival du film.
j'aime beaucoup tout ce qui est aussi les jeux. On a créé un jeu de la migration environnementale. On fait des choses pour les enfants, pour leur parler dans les écoles. Je travaille avec des artistes d'art contemporain aussi. Et le théâtre, je pense que c'est merveilleux. Mais aussi la poésie. Je pense que l'art permet de parler de ce thème autrement. On peut parler à un niveau plus de l'émotion et essayer d'atteindre un public plus large grâce à l'art, donc l'écriture. Donc oui, là, vous me faites rêver. Hein. J'ai envie de tout ça, moi. Et le théâtre, nous avons eu des pas sur ce thème, mais il y a eu plusieurs pièces de théâtre maintenant qui ont été, où l'OIM a soutenu sur la traite des personnes et qui sont exceptionnelles. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon moyen aussi de parler autrement d'un sujet très difficile. Donc oui, merci aussi pour cette question. On touche vraiment entre les politiques, le référendum. Monsieur, c'est une question extrêmement difficile, l'art, hein, et voilà, on peut parler de tout quand on parle de la migration. Oui, il y avait d'autres questions, je crois. Je voudrais encourager mademoiselle à venir à l'OIM pour voir si elle peut travailler avec vous. Ah, bien noté. Avec plaisir. Si. Je voulais parler, enfin je ne sais pas si c'est un nouveau mythe, mais on parle quand même, je sais bien que vous intéressez aujourd'hui, c'est la migration climatique, mais enfin moi la première cause de migration, comme on disait, c'était des raisons politiques. C'est-à-dire les gens fuient la guerre, fuient des régimes politiques, etc. Alors il y a moult exemples, je voudrais savoir si c'est un mythe encore ou non, c'est une réalité. Non, malheureusement, ce n'est pas un mythe. Je pense que quand on voit les chiffres, par exemple, je ne parle pas des chiffres nécessairement de réfugiés, plus de 22 millions de personnes réfugiées qui ont le statut de réfugiés, donc qui ont prouvé que la cause est liée à une situation justement de persécution, de conflit. Ce n'est malheureusement pas un mythe. Je pense souvent aussi les choses sont liées. Il y a un mix de facteurs. Donc, c'est pas... Non, on a aussi des statistiques que je peux vous encourager à regarder. Moi, je vous ai cité les statistiques que nous avons avec ce centre sur les déplacements internes, IDMC, sur les questions des catastrophes naturelles, mais il y a des chiffres équivalents sur les questions de conflit. Donc on a des données, même on a plus de données peut-être sur les questions de conflit parce qu'aussi il y a des statuts juridiques et il y a aussi des cadres humanitaires qui répondent à ces situations. Et donc moi, mon organisation travaille aussi sur les situations de conflit, mais par exemple dans le système onusien, les agences ont sont chefs de file dans différents domaines. Il y en a qui sont sur la protection, il y en a qui sont sur les services, il y en a qui vont être, comme par exemple l'OIM, chef de file sur la gestion des camps en situation de crise liée au changement climatique ou aux catastrophes naturelles, alors que le HCR va être chef de file sur les camps en situation de conflit. Donc il y a tout ce partage. Malheureusement, le spectre de la migration est en effet complexe, mais je pense en fait ce qui me touche dans tout ça, moi personnellement, c'est vraiment la question aussi de la prévention. C'est comment, pas seulement répondre et avoir en place les politiques qui répondent à ces situations, mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir en matière d'environnement? Mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir en matière de développement et de paix? De soutenir les efforts de paix. Et quand vous voyez les chiffres aussi des décès en Méditerranée, de milliers de personnes mortes chaque année, et si vous voyez aussi le nombre d'enfants qui sont parmi ces réfugiés, parmi les déplacés internes, c'est vrai, c'est du tragique. Mais en même temps, on se bat aussi pour se rendre compte que la migration est quelque chose de peut-être plus ample et qui incorpore aussi le fait de décider et avoir le choix de partir de manière régulière et digne. Et que ça doit exister. Si moi, j'ai maintenant un passeport qui me permet d'aller partout, ce n'est pas le cas de la plupart des personnes sur la planète. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi offrir des espaces de liberté, de mouvement régulière
tout en faisant face à ces différentes pressions, et en même temps, comment prévenir tout le travail, je pense, de notre organisation, c'est la prévention des migrations forcées et soutenir les migrations régulières et positives et dignes, et répondre, surtout de manière humanitaire, quand des migrations forcées ont lieu. Parce qu'il faut être réaliste, elles ont lieu, donc il faut répondre. Mais moi, sincèrement, je crois à cette question de prévention. Et c'est pour ça que j'adore aussi le travail avec la question de l'éducation et les enfants. Il faut commencer le plus tôt. Mais merci aussi pour cette question, oui. Oui. Oui, il y a beaucoup de... Oui, non, j'ai entendu la question. Est-ce qu'un réfugié est un migrant? Alors, vous touchez à une des questions clés des discussions aussi juridiques et de terminologie actuelle. Il n'y a pas un accord globalisé là-dessus. Dans l'organisation où je travaille, l'Organisation internationale pour les migrations, on a une définition très large de la migration, dans laquelle on inclut les formes forcées et les formes volontaires. Donc, dans les formes forcées, on va inclure les déplacements internes, les déplacements liés à des catastrophes naturelles, les déplacements liés au conflit. Et donc, on a un devoir d'assistance à tous. Le statut de réfugié est acquis ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a une situation de déplacement ou de migration, on a une obligation d'assistance et de protection des personnes avant de déterminer leur statut juridique. Donc, mon organisation considère donc une vision migratoire très large. Maintenant, il faut savoir que donc, le pacte dont je vous ai parlé, c'est un pacte qui est en ce moment négocié et discuté et sur la table des actions intergouvernementales à New York. Il y a eu un document signé à New York par les États en 2016 qui a mis en place ce processus qui a lieu maintenant jusqu'à la fin de 2018, où il y a 2 pactes en parallèle qui sont négociés par les États. Donc il y a un pacte qui est sur les réfugiés et il y a un pacte sur les migrations. Sûres et régulières. Donc il y a 2 pactes où il y a aussi une obligation de complémentarité très importante entre les pactes, et ces questions que vous venez de soulever sont au cœur aussi justement de ces débats sur qu'est-ce qui va aller dans quel pacte. Mais l'OIM a une vision et une définition large de la migration. Bonjour. Merci pour cette conférence. Moi, j'avais une question. On a parlé de prévention, mais moi, je fais un mémoire sur justement les mécanismes de pertes et dommages, donc plutôt post-catastrophe naturelle ou changement lent. On a vu que depuis 2013, il y avait eu des groupes de travail qui avaient été justement menés sur cette question-là, et des ONG qui s'étaient mobilisées. Comment on pourrait imaginer l'impact de ces mécanismes de pertes et dommages sur les migrations environnementales? Alors, c'est aussi une très bonne question. Et j'essaie de trouver dans l'Atlas, pour juste vous montrer, il y a aussi, on a fait des pages sur le coût des migrations, le coût des catastrophes, le coût de l'action et le coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça fait si on fait des politiques d'adaptation ou pas, et comment financer l'action? Donc, la question des pertes et dommages, au départ, dans le cadre de la conférence du climat, la question de la migration a été surtout dans les questions d'adaptation. Et ensuite, avec la COP de Varsovie et avec Doha, on s'est beaucoup plus tourné vers la question des pertes et dommages. Et l'accord de Paris donc, a créé ce groupe de travail que j'ai mentionné, dans lequel je participe pour représenter l'OIM. Il y a 16 représentants dans ce groupe de travail qui est dans le cadre politique des pertes et dommages. Donc il y a une vision vraiment, encore une fois, de comment on peut minimiser les pertes et dommages. Et là aussi, il y a une vision assez complexe de la migration, de se dire qu'en soutenant parfois la migration,
eh bien, peut-être qu'on va réduire les pertes et les dommages parce qu'on sera préparé en favorisant la mobilité à temps. Cela veut dire peut-être moins de risques de pertes et dommages. Donc ça, c'est une partie de minimiser les problématiques. Puis il y a des parties aussi plus comment répondre. Et là, c'est aussi les questions clés des assurances. Donc on a un autre groupe de travail qui travaille plus sur la question du risque et des assurances avec lesquelles on travaille. Et donc là, nous préparons pour le mois de mai une réunion où nous allons travailler avec, en ouvrant ce groupe de travail de 16 représentants d'agences ou de la société civile à plus d'acteurs. Il y aura des échanges et on va essayer d'avoir déjà une première vision de propositions qui vont ensuite aller au groupe, au comité exécutif du programme de Varsovie sur les pertes et dommages et qui devront présenter tout cela à la COP. Mais c'est des processus extrêmement à part. C'est des processus très longs et très politiques où il y a un historique de négociation entre les États qui a un impact aussi comment le travail marche dans ce domaine. Mais c'est un des espaces où je pense on a le plus en fait d'éléments pour avancer sur la question des migrations dans le contexte du changement climatique. Donc on travaille de manière très proche aussi avec la Convention cadre. Donc oui, c'est à la fois c'est répondre et à réussir à éviter les pertes et dommages en pensant un peu la migration autrement. Mais c'est très complexe parce qu'il y a des pays qui n'aiment pas du tout quand on parle de la migration comme stratégie d'adaptation. C'est comme si on avait abandonné et baissé les bras sur l'adaptation. Alors que je pense qu'il faut vraiment penser les choses, encore une fois, en un éventail de manière multiple. Il y a des choses qui vont être sur la question d'adaptation, il y a des choses qui vont être sur les pertes et dommages, et puis il y a des choses qui vont être vraiment des discussions de politique et programme migratoire, qui sont sur la mobilité, sur l'accueil, l'intégration. Bon, j'espère que ça répond à votre question qui est très technique. Est-ce qu'il y a un programme pour ralentir la désertification ou peut-être même renverser la tendance? Alors, ben, ça fait partie aussi du travail sur le changement climatique et ça fait partie du travail avec la Convention cadre sur la désertification. Et j'ai amené un papier, vous pouvez voir, c'est sur le travail sur la désertification. Mais c'est immense, c'est des efforts de toutes sortes. Mais oui, je pense qu'il y a des programmes qui parlent vraiment de ça. Oui. Pourrait-on aussi parler de migrants climatiques dans nos contrées, la France, l'Angleterre, la Hollande, enfin bon. Alors, si vous voyez, en fait, il y a un mix. Moi, j'ai appelé ça expressément l'Atlas des migrations environnementales. Je n'ai pas voulu l'appeler l'Atlas des migrations climatiques parce que l'environnement, c'est plus large pour moi que le climat et aussi parce qu'on s'intéresse aussi à l'impact des migrations sur l'environnement. Alors, pour les migrants climatiques, c'est plus compliqué, je trouve, mais au moment de la COP de Paris, nous avons aussi décidé d'utiliser la définition des migrants climatiques un peu comme une arme de combat pour dire, voilà, il y a aussi la question du changement climatique qui est là, ne l'oublions pas quand on parle que globalement de l'environnement. Je ne sais pas si j'ai... Oui, je veux dire, est-ce que des personnes, par exemple les côtes anglaises ou françaises, pourraient migrer suite au changement climatique? Excusez-moi, oui, je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Oui, alors, encore une fois, là, on a des exemples. Il y a eu pas mal d'inondations, beaucoup d'inondations en Europe de l'Est. Il y a eu des inondations en Angleterre, il y a eu des grandes inondations en France, il y a des zones qui disparaissent, il y a toutes les problématiques des deltas du Rhin, du Rhône, du Danube en Europe.
Donc on a des situations vraiment aussi de montée des eaux. Donc oui, on peut parler, je pense, mais climatique, c'est pour ça que je faisais le fait qu'on a... Moi, je privilégie vraiment l'emploi de la terminologie de migrants environnementaux parce que climatique, ça veut dire qu'il faut prouver l'impact même du changement climatique. Une inondation ou un phénomène géophysique de tremblement de terre, comme on en a eu en Italie, on ne peut pas dire alors que c'est des migrants climatiques. Donc, je pense que c'est mieux de rester sur cette terminologie-là, mais on accepte aussi celle de migrants climatiques, mais il faut expliquer ce que c'est et dans quel contexte. Et comme je vous dis, on l'a choisi, celle-là, vraiment pour pousser à la COP et dire, voilà, le changement climatique, c'est une réalité, ne nous cachons pas quand même juste derrière l'environnement. Mais voilà, pour l'Europe, moi, je suis plus pour celui-là. Mais bon, quand on voit les projections aussi par rapport à la pluviométrie, par rapport à la chaleur extrême qui peut toucher l'Europe aussi du Sud, peut-être que ça sera le cas aussi. Il y avait encore... Alors, une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir sur l'état actuel des choses et la politique du gouvernement français notamment. Donc on a un certain nombre de migrants actuellement en France qui peuvent être des migrants environnementaux. Hein, donc ça peut être économique, mais en général l'économie, ça vient d'une sécheresse, de quelque chose comme ça. Donc on est déjà dans le problème. On parle actuellement, certains journalistes nous disent qu'on a des gens qui sont mis dans des centres de rétention pendant 45 jours, dont des enfants. On nous dit qu'il y a des camps et que la police empoisonne l'eau ou met du gaz lacrymogène dans les duvets ou les vêtements des gens. J'imagine que l'OIM a un certain nombre d'observateurs sur le terrain. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous le dénoncez? Alors encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, en répondant au monsieur voisin dans la salle, je pense qu'il faut faire très attention par rapport à la position officielle de l'organisation que je représente, qui est une organisation intergouvernementale, où moi je travaille sur un thème en particulier et il y a des représentants qui travaillent en France. Il y a un bureau français qui est l'interlocuteur officiel que moi je ne peux pas représenter ce soir. Mais je pense, encore une fois, il y a des questions de base, d'engagement, de valeurs et de droits dans l'OIM et le porte-drapeau. Donc, ce que j'ai mentionné tout à l'heure sur les alternatives à la détention, c'est un des grands chevals de bataille de l'organisation. La question de droit par rapport à la migration est la question clé. Donc, les droits des migrants, mais aussi les droits des communautés qui les accueillent. Je pense qu'il ne faut pas oublier là-dessus. Donc, on met en valeur des principes très importants dans tout ce qu'on fait et dans toutes nos relations avec les États. Mais je vais vous dire encore une fois, c'est une organisation intergouvernementale. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas... Donc, on travaille avec les migrants, mais on travaille avec les États. Donc, cela implique un travail intergouvernemental, diplomatique et politique qui fait que quand vous me posez une question comme ça, je ne peux pas vous répondre comme quelqu'un répondrait des médias de la société civile ou sur Twitter, parce que je représente justement une organisation qui travaille de manière intergouvernementale. Mais en même temps, comme je vous ai dit, les questions de droit et des principes, c'est la colonne vertébrale du travail de l'organisation et de son engagement. Je vous rassure, par la présence de madame, votre question a été entendue et elle sera transmise à l'OIM. Merci beaucoup. Merci madame Dina Ionesco.